J-2 avant la rencontre au Chaudron face au Vert. Est-ce que le match aura lieu? Voilà, certains parlent de peut-être match reporté. On va en parler dans l'actualité du mercato parce qu'aujourd'hui, dans l'actualité du mercato, dans l'actualité de la vidéo, pardon, parce qu'aujourd'hui, justement, en mercato, il n'y a pas grand-chose. Voilà, juste un petit rappel pour une piste qu'on a évoquée il y a quelques jours. On va la voir ensemble, les amis. On va aller voir très rapidement ensemble ce mercato et après, on ira sur l'actualité. Tout d'abord, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, le renforcement de la chaîne, n'hésitez pas à donner de la force avec le like, le dislike pour ceux qui n'aiment pas, l'abonnement, la cloche et tout le tout team. On y va tout de suite sur quoi, les amis? Sur l'introduction. Introduction. Allez l'OM, mais comme d'habitude, on commence par l'éphéméride. Et oui, l'éphéméride OM ou ex-OM, joyeux 43e anniversaire à Rod Fanny, qui pour les 125 ans du club, évoque ses émotions en tant que supporter au micro. Donc du côté de l'OM, il a fait une petite vidéo, vous l'avez vu sur le site peut-être de l'OM, je ne sais pas, mais voilà, je vous ai mis sur le compte Twitter. Et joueur de l'OM, puisqu'il était en tant que supporter et joueur de l'OM. Joyeux anniversaire aussi à Francisco Paco Rubio. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui était dans la période des Minots, un ancien Nancéen, voilà, qui a joué beaucoup à Nancy et qui est arrivé pour apporter de l'expérience en Division 2 à l'époque où l'OM avait de la difficulté et c'était peut-être presque la fin du club. Et grâce aux Minots, à cette période-là, les Minots qui ont permis de rebooster un petit peu le club, sportivement parlant, puisqu'ils les ont remontés en Division 1. Et ce joueur-là, Francisco Di Paco Rubio, avait marqué le but de la montée en Division 1 contre les Lyonnaises, les amis. Voilà pour la petite boutade et la petite anecdote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont connu, parce que c'est quand même une période très très ancienne. Ça fait plus de 40 ans maintenant. Et oui, 83-84. On est à la 41e année. Donc Paco Rubio, bon anniversaire à toi, Francisco. Allez, on enchaîne les amis avec malheureusement un anniversaire bon, qui n'est pas joyeux, mais qui nous a donné de la joie. C'est une énorme pensée pour Raymond Lascience. Raymond Lascience, ou alors pourquoi pas le sorcier belge, ou pourquoi pas d'autres surnoms que vous pouvez donner à qui? À Raymond Goethals. Il y a 20 ans, disparaissait Raymond Goethals, le légendaire entraîneur belge, vainqueur de la Coupe des clubs champions, ce fameux 26 mai 1993. Vous le voyez avec la coupe, Rudy Voller derrière, Jean-Christophe Thomas à droite. Et derrière, je crois qu'avec le haut de survêt bleu, ça doit être Dimeco, si je ne me trompe pas. À moins que je me trompe. N'hésitez pas à me dire qui c'est. Mais je pense que c'est peut-être Dimeco. À moins que non, il est peut-être à gauche. Il y a un autre qui a un haut bleu. Parce que je me rappelle, il y avait un haut bleu, il me semble. Donc voilà, Raymond Lascience. Donc l'anniversaire pour la disparition qui a déjà 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est parti, 2004. Et on va voir un petit peu des réactions des personnes qui l'ont connu à l'époque, des joueurs ou des adjoints. On va voir ça tout de suite, les amis. Du côté de la Provence, ils nous ont écrit un article qui était plutôt intéressant. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais je prends juste les réactions qui sont les plus appréciables et les plus sympathiques. Donc, Jean Fernandez, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien entraîneur qui était dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, en 93, il était l'adjoint de Raymond Goethals. Il a même pris la suite après que Goethals soit parti en 93. Jean Fernandez, son adjoint de l'époque olympienne. Monsieur Goethals, il appelait Monsieur Goethals, aimait qu'on le reconnaisse. Il en jouait peut-être un peu. Il aimait le contact des gens. Parfois, je lui disais « Allez, Monsieur Goethals, venez par là, on sera plus tranquille. » Mais il me répondait « Non, non !» avec l'accent belge. « On y va, on y va !» Donc, il voulait aller auprès des supporters pour se faire un peu mousser. Il était comme ça, il était particulier. Il aimait aller voir, discuter avec les personnes. Il aimait que les gens le saluent, lui disent qu'il était le meilleur. Il était content avec sa Belga. C'est une cigarette à l'époque belge. Je ne sais même pas si c'est belge en fait. J'ai dit une Belga, je pense que c'est belge vu que ça s'appelle Belga. Donc, une cigarette à l'époque qu'il avait toujours au bec, vous vous en souvenez. Il était très gentil. Donc, voilà la réaction de Jean Fernandez, qui compte beaucoup aussi dans l'histoire olympienne. N'hésitez pas à réagir dessus. Et on va directement sur l'autre réaction d'un ancien joueur. Allez, n'hésitez pas à me dire qui c'est. Voilà, sans lire, c'est Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand, ancien milieu de Bordeaux, qui a connu Raymond Goethals à Bordeaux. Donc, j'ai pas mis sa réaction auprès de son passage quand il était à Bordeaux, qu'il a connu Raymond Goethals. Il a dit qu'à Bordeaux, c'était différent. Il ne dormait pas au Haillan à l'époque. Il était beaucoup plus tranquille du côté de Bordeaux qu'à Marseille. Parce qu'à Marseille, je pense qu'il dormait beaucoup moins, comme il a dit Jean-Philippe Durand. Par contre, il a dit quelque chose de particulier. Il a dit quoi? Il était belge. Mais au fond de lui, même, il était marseillais. Il était volubile. Il jouait à la belote. Est-ce qu'il jouait un peu de cette image? Complètement.
mais ça lui allait bien, à ses interlocuteurs aussi. Tout le monde se sentait bien dans cette atmosphère. Il était tactile, il aimait parler avec les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je pense qu'il était Marseillais, en fait, nous dit Jean-Philippe. Jean-Philippe Durand, très sous-coté comme joueur, mais qui a gagné la Coupe d'Europe, au moins. Voilà, pour les Parisiens. Je continue, et la troisième réaction, qui c'est Bernard Casoni. Bon, Bernard Casoni, vous le connaissez tous, ancien joueur, ancien défenseur central de l'OM, qui était à l'époque stopper. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Bernard Casoni, il s'est très bien adapté à la vie marseillaise. Il savait très bien où il mettait les pieds, avec qui et comment fonctionner. Il a su gérer les choses, un personnage haut en couleur qui n'a laissé personne indifférent. Gotthals Tapi, c'était la commedia dell'arte, raconte Jean Fernandez. Et récit corroboré par Casoni, il le reprend, il arrivait à dribbler le président en parlant de Bernard Tapie, parce qu'il avait toujours le dernier mot quand même, il savait comment faire, il savait comment amadouer Bernard Tapie, il avait un caractère assez trempé, donc je parle de Raymond Lascience, donc condoléances à toute sa famille encore une fois, pour ceux qui me regarderont, on ne sait jamais, et force à toute sa famille, à tous ses proches qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont connu, un grand personnage de l'histoire olympienne, voilà, donc il fallait le dire, donc une grosse pensée même, une grosse pensée à Raymond. Allez, on enchaîne les amis avec autre chose, l'actualité qui va tomber, et avant de partir sur l'actualité, le mercato comme je vous l'ai promis. Petite piste qui revient, donc celle de Benoît Badiachil. Merci BOM de l'avoir relié. L'OM a eu des pourparlers pour Benoît Badiachil, le joueur, donc défenseur central ancien de Monaco qui est à Chelsea. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais le joueur est également sur la liste de la Juve. Et cependant, le manager Enzo Maresca de Chelsea estime Badiachil, donc il l'estime, c'est-à-dire qu'il l'aime bien, et il veut le garder, il garde confiance en lui. Selon Coast Offside, donc c'est un média anglais qui relaie pas mal d'informations en ce moment sur l'OM, mais est-ce qu'il est concret, est-ce qu'il est vraiment sérieux ce média? Je ne sais pas, à prendre avec de grosses pincettes. On va voir. En tout cas, l'OM insiste, et pourquoi pas un prêt, pourquoi pas un achat. En tout cas, si c'est un prêt, bon, il n'y aura pas beaucoup d'argent à sortir, mais si c'est un achat, il y aura énormément d'argent à sortir, parce que n'oublions pas, il est parti de Monaco pour une 30aine de millions, si je me souviens bien. Voilà les amis, n'hésitez pas, excusez-moi, à me dire, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un Benoît Badiachil à l'OM en tant que défenseur? C'est un défenseur assez costaud, voilà, rugueux sur l'homme, très grande taille, qui est très bon dans le jeu aérien. Point de vue relance et point de vue jeu au pied, c'est pas le meilleur, mais par son physique et par son jeu aérien, ça peut apporter quelque chose. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est surtout un joueur qui relance court derrière et qui a une belle qualité technique. Est-ce que c'est ce joueur-là qu'il nous faut? Je ne sais pas. Personnellement, moi, Kivior me plaît beaucoup plus en termes de relanceur avec sa patte gauche, même si lui aussi, il est gaucher, hein, Benoît Badiachil. Après, il connaît la Ligue 1, Benoît Badiachil. Il est français, donc l'adaptation sera peut-être plus rapide et plus facile pour lui, à moins que je me trompe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Benoît Badiachil. Allez, on enchaîne avec l'actualité, les amis. Et aujourd'hui, donc, c'est la conférence de presse pour le match à Saint-Etienne. Roberto De Zerbi et Luis Garcia seront ce vendredi, donc aujourd'hui, en conférence de presse d'avant-match à 14 h. Donc, pour ceux qui regardent sur Twitch, n'hésitez pas à aller sur la chaîne OM officielle. Je ne serai pas là, malheureusement. Je travaille encore ce soir. Il faut que je me repose, voilà, parce que je commence tôt et je ne peux pas être là, malheureusement. Donc, merci Karim Attab pour l'information. Et on continue avec les autres informations derrière. Et celle-ci concerne l'OM et l'arbitrage. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas l'arbitrage encore. Ça concerne l'OM et le match à Saint-Etienne. Pour le doute qu'on avait, que je vous ai dit au début de la vidéo, certains, du côté de Marseille, la presse marseillaise, parlaient d'un report du match, pourquoi pas avec la neige. Vous en souvenez dans la vidéo d'hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo Actu Mercato, j'en ai parlé hier. Et derrière, donc il y a un média espagnol. Pourquoi je dis espagnol? Il y a un média de Saint-Etienne qui nous relaie quoi? Qui nous relaie que les doutes autour d'un possible report du match de ce dimanche se dissipent. Le match Saint-Etienne-OM ne devrait pas être reporté selon le club de Saint-Etienne qui délivre ce communiqué. Donc ils ont délivré un communiqué officiel du côté du club. Pour votre information, c'est le communiqué. Au vu des prévisions météo actuelles, il n'y a aucun risque de report de la rencontre ASSE Marseille. Et oui, parce que s'il y a de la neige, peut-être il y a un report. Je continue, parce que derrière l'information, je reviens en arrière pour vous dire que si les premières prévisions annonçaient des chutes de neige à hauteur de 10 cm, donc c'était avant-hier, dans la Loire ce dimanche soir, depuis les conditions météorologiques ont évolué et un regain de douceur est prévu sur le Forez, donc c'est la région où Saint-Etienne, ce week-end. Donc normalement, il ne devrait peut-être pas avoir autant de neige. Néanmoins, il précise le média site Evect, néanmoins, la météo n'étant pas toujours une science exacte, n'est-ce pas, Chris? Et le climat stéphanois pouvant rapidement évoluer, la situation sera à suivre attentivement pour éviter un report quelques heures avant
la rencontre. On ne sait jamais. Pour l'instant, le match aura lieu, mais on ne sait jamais, ça peut aller très vite. Voilà, donc comme vous voyez sur l'image, ça peut aller très vite. Et la neige, c'est un problème. Est-ce que le match aura lieu? Je l'espère que oui. Et pour l'instant, il aura lieu. Et en espérant que Nakata ne fasse pas la même erreur. Bon, il joue pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Un défenseur ne fasse pas la même erreur. Allez, on continue avec de l'autre actu, avec Pablo Longoria. Et après, on ira sur l'arbitrage. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pablo Longoria? Il est là. Pablo Longoria, nommé au sein de la task force de la FIFA, dédiée au bien-être des joueurs. Alors, c'est quoi ça, cette task force? C'est un groupe pour prendre soin des joueurs. Un groupe qui a été créé par la FIFA. Convaincu qu'un environnement de travail sain est nécessaire et que la santé des joueuses et joueurs revêt une importance primordiale, le président Longoria voit un peu plus encore ses responsabilités élargies à l'échelle nationale, européenne et internationale. Vous vous en souvenez à chaque fois quand je vous parlais que Longoria, on le voit de moins en moins auprès des instances, que ce soit pour l'arbitrage ici et là, intervenir, c'est pour avoir une place de plus en plus étendue dans les instances, justement. Voilà, il ne parle pas trop, mais petit à petit, il grappille, il déplace à droite, à gauche. Il est dans le CA et maintenant, il est aussi dans la task force. Donc, c'est bien, voilà, qu'il s'implante à droite, à gauche, dans toutes les instances pour avoir plus de poids possible. Et derrière, il va déléguer à qui? À Benassia. Parce que Benassia, on va en parler, parce que Benassia, il va bientôt prolonger. Allez, on va, les amis, sur l'arbitrage. Je vous ai promis l'arbitrage. Du côté de l'arbitrage, ça bouge pour l'OM. Frank Schneider, merde, putain, qu'est-ce que je fais? Frank Schneider, un ancien arbitre qui est à la retraite depuis quelques années, donc ancien arbitre international, c'est pas un rigolo, est récemment devenu consultant d'arbitrage pour le club de l'OM, pour aider l'OM à améliorer ses relations avec l'arbitrage français. À quel moment ils ont fait ça? Dans la foulée de la victoire ramenée à Lyon, où vous vous en souvenez avec la montée en pression de Benassia, les dirigeants marseillais ont lancé une réflexion profonde sur l'arbitrage. La direction sportive l'a intronisé à cette occasion comme prestataire de services extérieurs dont la mission court jusqu'en juin. Donc jusqu'en juin, on aura Frank Schneider qui viendra donner des conseils auprès de la direction, du staff, mais pas trop du groupe pro. On va voir un petit peu en quoi ça consiste ces missions. Schneider n'œuvre pas au quotidien à la commanderie et ses missions ne se concentrent pas pour l'instant sur des interventions devant le groupe pro. Donc il n'ira pas voir les joueurs, leur dire « t'as raison de faire ça, t'as raison de faire ci ». Non, il n'interférera pas dans le sportif. Au moins ça ne déboussolera pas les joueurs. Je trouve que c'est plutôt bon ça. Il est davantage en contact direct avec le staff technique, donc le staff autour de De Zerbi, pour expliquer des situations précises, rappeler des règles ou effectuer de la prévention sur des attitudes par exemple. Donc il va expliquer par exemple à un Abardonado pour quelle raison l'arbitre a mis un carton jaune pour telle et telle situation, par exemple. Il est surtout présent à chaque match à domicile, donc au Vélodrome, pour éclairer en temps réel sur des feux de jeu ou des situations litigieuses auprès de la direction sportive. Par contre là, il devrait être peut-être dans les tribunes autour de Longoria, de Benassia, quand il y a des matchs au Vélodrome. Peut-être qu'on ne l'a pas vu encore, mais on va le revoir maintenant. Du côté des loges ou pas loin de Longoria, à lui chuchoter à l'oreille. Bon écoute, là il a fait une erreur l'arbitre, donc tu peux aller, pourquoi faire une petite remontée auprès des instances. Bon, voilà à quoi servent ces missions, voilà à quoi sert cette personne, Frank Schneider. C'est plutôt intéressant de la prendre comme ça, à la soum soum. Et cette personne-là, donc Frank Schneider, a déjà travaillé dans ce même rôle, dans ce même poste, du côté du club de Strasbourg. Je continue, pour terminer, tout le monde a une opinion sur l'arbitrage, sur les décisions au cours d'un match, mais nous souhaitons obtenir une expertise précise, dit-on du côté de la commanderie. Alors c'est une espèce de, pourquoi pas, faire redescendre la pression des supporters. On le sait comment sont les supporters olympiens, avec la ferveur, avec la rage. Il y en a beaucoup en France, dans le monde même. Et c'est pour apaiser un peu les choses, pour vraiment faire ça professionnellement du côté du club. Et je trouve ça bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'avoir recruté cette personne-là pour être consultant d'arbitrage auprès du club. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? N'hésitez pas à dire. Allez, je continue les amis avec le sujet peut-être le plus important et c'est Mehdi Benassia. Alors je l'agrandis, ça va monter comme d'habitude. Le poste se met en travers et il est là. Donc Mehdi Benassia devrait très prochainement devenir le directeur sportif de l'OM. Donc ça va être officiellement annoncé dans pas très longtemps. La durée de son contrat devrait être de 2 ans et demi, j'ai oublié et demi, c'est pas grave, comme celle de Roberto De Zerbi. Donc c'est un projet de 3 ans pour De Zerbi et un projet pareil pour Longoria, j'allais dire Benassia. Du côté d'un proche de la direction, donc au club, cela fait combien de temps, donc on déclare ça, cela fait combien de temps que l'OM n'a pas eu en même temps un entraîneur fort, De Zerbi, et un directeur sportif fort, et qui en plus s'entendent à merveille. Et justement, on parle du lien. Le lien entre Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi est très très fort. Ils échangent régulièrement, en privé, en italien,
ont une culture et une vision commune, une passion folle pour le foot. Il s'appellerait même, apparemment, fréquemment en pleine nuit. Le coach italien, donc De Zerbi, n'hésitant pas à s'appuyer sur l'expérience de Benassia, qu'il aime aussi consulter pour des analyses de match ou même puiser des idées quand il faut relancer et rassurer un joueur. Donc il a été joueur par le passé, comme De Zerbi, mais pour le rassurer parce qu'il connaît peut-être plus le contexte, je parle de Benassia, eh ben il s'appuie dessus. Voilà, donc c'est bien que tout Longoria ait délégué tout ça à Benassia. Parce que imaginez-vous qu'il n'y ait pas de Benassia au club. Eh ben ça serait Longoria qui devrait faire tout ce travail. Et Longoria, pour l'instant, il s'intéresse à toutes les instances pour avoir de plus en plus de poids. Donc c'est intéressant de voir comment ça travaille. Et le projet prend forme en espérant que ça fonctionne aussi sportivement avec nos joueurs. Et on va parler après de nos joueurs un petit peu. Mehdi Benassia veut une politique sportive. Là, on parle de la politique sportive auprès du centre de formation. On va voir ce qu'il nous dit. Veut une politique sportive globale pour l'ensemble du club. Et le fait que le centre de formation, justement, soit aligné sur la direction sportive. Vous vous en souvenez? Avec le départ de Marco Otero pour l'arrivée de Titou Asni a été un signe fort à ses yeux. Donc, tout ça pour dire que finalement, Longoria a du poids maintenant au club. Il aura ce rôle de directeur sportif, d'être le relais entre Longoria et Rossi et après De Zerbi, être le lien entre ces directions, je cherche cette étape, l'étage, je sais plus comment on dit, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc pour Benassia qui va prendre un rôle de plus en plus important et c'est bien qu'il y a une bonne entente entre le sportif et la direction. Je continue. Dernière information pour l'extrait de l'interview de Geronimo Rulli. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, je vous montre l'image en grand. Je pense qu'à partir de maintenant et depuis ce match contre Monaco, tu iras de mieux en mieux au Vélodrome. Donc là il y a marqué en Vélodrome, la traduction est bizarre mais c'est au Vélodrome. Extrait de l'interview de Geronimo Rulli pour RMC Sport. Notre gardien s'est livré longuement sur son adaptation, ses décisions, ses ambitions et beaucoup de choses. Donc là, on va voir un petit peu. C'est un superbe entretien que j'ai pas lu, franchement, en entier. J'ai pas eu le temps. Et je vais le lire pour vous. Donc dans le focus de tout à l'heure, les amis. Voilà, je vous mets pas la surprise. Le focus de tout à l'heure, ça va concerner ceci. Donc l'entretien de Geronimo Rulli. On va le voir ensemble, on va le découvrir ensemble. Il détaille toutes les choses, comment il travaille les pénaux, comment il travaille l'entraînement, comment il considère Balerdi, son adaptation, comment elle a été, le choix de l'OM. Et justement, quand il parle de l'OM, il est content d'avoir choisi l'OM, on le voit juste derrière. Venir à l'OM a été l'une de mes meilleures décisions. Donc c'est sa meilleure décision, ou l'une de ses meilleures. Et derrière, il nous dit quoi? On est en train de travailler pour redevenir la plus grande équipe française. Voilà un petit peu, un petit extrait, deux petits extraits de cet entretien qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Du côté des stats, vous les avez vus passer vite fait, le plus grand nombre d'adversaires éliminés en Ligue 1 cette saison par un dribbleur, par un dribble où le dribbleur continue son action, par un dribble où l'adversaire est obligé de commettre une faute pour arrêter le dribbleur par la course. Et on va voir qui y a quoi dedans. Il y a Mason Greenwood qui est deuxième au classement derrière Moses Simon. Moses Simon qui a 57 actions réussies, 51,8% de réussite, avec 4,8 dans le ratio pour les 90 minutes. Donc 4,8 dribbles ou actions, comme on a vu tout à l'heure, le détail, par 90 minutes, donc par match. Et pour Mason Greenwood, c'est 3,6. Il est deuxième au classement. Il réussit une action sur deux. Donc, quand il tente un dribble, ça réussit une fois sur deux. Et c'est quand même une superbe stat. Même si on voit qu'un Ryan Cherki est à 72% en dessous. Il y en a d'autres qui sont au-dessus de lui. Mais il en tente beaucoup plus. Voilà. Action réussie, 49. C'est-à-dire qu'il en a tenté 98 au total. S'il a 50%, il en a tenté 98. Tandis que les Van Guessant ou les autres en dessous, on en tenté beaucoup, beaucoup moins. Voilà les amis pour la stat. Et maintenant on va terminer par un petit message d'un ancien joueur qui est passé par l'OM dans les années, vous vous en souvenez hein? Dites-moi à quelle année il est passé ce joueur-là. Tony Cascarino, je pense que la Ligue des Champions est accessible pour l'OM. Ne pas avoir Marseille en C1 est toujours étrange pour moi parce que j'ai toujours pensé qu'il devait y être. Un club comme l'OM manque au football européen. C'était un petit entretien aussi sympa du côté de la Provence. Je vous ai mis le plus important. Merci à InfoM de l'avoir relayé. Voilà les amigos. Et pour terminer, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de mercato aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur des fausses rumeurs que je peux trouver à droite, à gauche. Si je cherche bien, je peux en trouver plein des rumeurs. Mais je vous mets que ce qui est du concret. Voilà, donc je vous ai mis Benoît Badiachil. Et est-ce que c'est à prendre au sérieux? Bon, on va dire entre deux. Voilà, comme toutes les rumeurs finalement qui tombent. Voilà, est-ce que, comment ça s'appelle, Koulibaly, ça se fera? Je ne sais pas, mais à mon avis, il y a de forts doutes que ça ne se fasse pas.
J'ai de forts doutes que ça se passe pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit, liker, partager tout le team et on se retrouve plus tard. Et n'oubliez pas, il y a le match dimanche. Vous voyez, parce que j'ai oublié de vous mettre l'affiche du match de dimanche. Alors elle est où cette affiche? Je l'ai mis quelque part, elle est là. Voilà, n'oubliez pas, Saint-Étienne-Marseille. Et oui, je l'ai déjà programmé sur la chaîne. N'hésitez pas à y aller donner un max de force avec les likes, les commentaires, tout ce que vous voulez. Même votre prono, n'hésitez pas à donner de la force. Allez, vive le foot chez Sebach Foot. Et surtout, allez l'OM!